projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous faisons le point sur le conflit au Soudan et sur les progrès dans la lutte contre le paludisme. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Retour sur un drame politique et humain passé à l'arrière-plan des préoccupations. Au Soudan, le conflit entre l'armée et le groupe paramilitaire Force de soutien rapide, FSR, continue de fragiliser la population civile et l'économie. Une situation en pleine détérioration, suivie de près par l'un des meilleurs spécialistes de la région, Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique en France, est notre invité du jour. Aujourd'hui, la situation elle est apparemment bloquée. Il y a une sorte d'égalité des forces entre ces deux groupes. Et puis un peuple soudanais qui regarde, qui n'est pas concerné directement et qui est simplement victime. Autodidacte, tradition, créativité et prouesse technologique, c'est le cocktail gagnant pour l'industrie émergente du cinéma d'animation africain. Je rêve également aussi que dans nos chaînes de télévision, nous consommons essentiellement camerounais les dessins animés que nous produisons au Cameroun et un peu partout en Afrique aussi. Un buisson et une tisane, c'est la recette pour aider à combattre le paludisme en Afrique, cap sur la ferme pédagogique congolaise qui en fait la promotion. Parce que vous avez des régions où il n'y a pas de pharmacie. Donc l'idée c'est de vulgariser cette plante en attendant qu'il y ait un médicament, en attendant qu'on fabrique les médicaments, parce qu'à terme la solution c'est de fabriquer les médicaments localement. C'est une histoire d'amour qui remonte aux années 1950. Voici des décennies que les Africains s'intéressent au cinéma d'animation, mais il a fallu attendre les années 2000 pour que des cinéastes du continent, comme le Nigérian Adamu Waziri, améliorent la qualité des productions avec le premier long métrage d'animation africain, Bino and Fino. Depuis, la passion s'est réveillée chez les jeunes générations avec de nombreux créateurs autodidactes et l'émergence de studios indépendants dans tout le continent, de l'Afrique du Sud au Kenya et au Nigeria en passant par le Cameroun. C'est là justement que notre correspondant à Douala, Maxime Farel-Bounia, s'est rendu à une représentation du nouveau film du cinéaste Jules Kala et Yango. Regardez. Une salle de cinéma pleine à craquer. Ils sont venus aussi nombreux découvrir une nouvelle création cinématographique, Lumbu Matanda. C'est un court-métrage, un film d'animation de 13 minutes, typiquement camerounais, qui met en exergue une discipline sportive traditionnelle pratiquée pour résoudre un conflit centenaire entre deux grandes contrées villageoises qui cohabitent dans la cité Matanda. À la sortie de l'Institut français du Cameroun, c'est l'étonnement couplé d'un sentiment de satisfaction. Je suis d'abord satisfait parce que je suis quelqu'un de très attaché à la culture. Oui, c'est d'abord une innovation de voir qu'on a des films d'animation qui sont assez représentatifs de nos valeurs culturelles. Et c'est important quand on sait qu'on est dans un monde où, dans un contexte de mondialisation où il y a le choc de culture, c'est important de garder son identité. Je trouve que l'industrie de l'animation au Cameroun a encore... C'est vrai, c'est en plein essor, mais d'ici quelques années, nous pouvons vraiment faire de très belles choses. Ce court-métrage vient donner un coup d'accélérateur comme une nouvelle peinture à l'industrie cinématographique africaine, obligée de s'arrimer aux nouvelles exigences de l'art moderne. Derrière ce chef-d'œuvre, une jeune équipe portée par Jules Kala et Yango. Je suis réalisateur depuis plusieurs années. Déjà, c'est un vieux rêve d'enfance, devenir réalisateur. J'ai commencé par la télévision en tant que journaliste et même à la radio, réalisateur à la radio. Mais pour les questions de cinéma, je suis réalisateur depuis 2019, après ma sortie de l'école de formation en dessin animé à l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CATV. C'est dans ce centre de formation justement qu'est née l'idée de produire ce film d'animation sous l'impulsion de son encadreur professionnel. Alors nous avons notre enseignant, monsieur, je vais dire son nom, monsieur Evenucha, qui nous a proposé un exercice, fait une bande dessinée qui s'inspire des histoires de notre village en fait. Et moi, fan de films de baston, je me suis dit, quelle est l'histoire de baston que je peux raconter venant de mes origines propres.
Et un jour, j'ai découvert que nous avons un sport traditionnel qu'on appelait le bossoa. Et j'ai décidé de faire une histoire qui va parler du bossoa. Le bossoa est donc cette lutte traditionnelle pratiquée par la communauté Sawa, mise en exergue dans le court-métrage. Alors, pour concrétiser son rêve, Jules se fait entourer de jeunes collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la production de ce film d'animation avec des sources d'inspiration et du matériel adéquat. Mon rôle dans la création du film d'animation, c'est directeur d'animation en fait. Et bref, je suis celui qui encadre et fait en sorte que l'idée voulue soit concrète à la fin. Comme logiciel, on utilise Photoshop, Krita, on utilise Sketchbook, on utilise aussi Blender comme logiciel jusqu'à présent. Bon. Mon rôle est illustrateur et je conçois des backgrounds et des concept art. Oui. Et c'est une nouvelle expérience pour moi d'entrer dans ce milieu professionnel. Faire les études dans le domaine d'animation ne signifie pas qu'on est bon. Il y a des gens qui font des études et ils sont moins bons que ceux qui sont autodidactes à la base. Donc, tous ceux qui ont un don dans le domaine du dessin, moi, je les invite vraiment à côtoyer ceux qui sont dans le domaine d'animation et à faire leurs preuves. Cependant, comme tout secteur d'activité, les difficultés ne manquent pas. De faire déjà des films de très bonne qualité, et qu'à partir de ces films de très bonne qualité, ceux qui rêvent de faire le film d'animation en vivent, parce que c'est vraiment très difficile de vivre. Donc, de façon générale, je rêve également aussi que dans nos chaînes de télévision, nous consommons essentiellement camerounais les dessins animés que nous produisons au Cameroun et un peu partout en Afrique aussi. Le cinéma d'animation en Afrique connaît actuellement un essor remarquable avec des cinéastes talentueux qui créent des films innovants reflétant la culture, l'histoire et les traditions locales. Le Cameroun participe activement à cette évolution avec une industrie en pleine croissance qui suit de près les succès des animateurs leaders du Nigeria, du Ghana, du Kenya, d'Égypte, d'Afrique du Sud ou encore du Mozambique. En 2019, Netflix a acquis sa première animation africaine et les sociétés étrangères du secteur s'intéressent de plus en plus aux possibilités de recruter des animateurs africains. Je vous le disais en titre, l'actualité au Moyen-Orient menace de faire oublier la crise au Soudan. Et pourtant, il s'agit d'un pays à la croisée de deux héritages culturels et dont l'équilibre est capital pour le continent. Nous en parlons maintenant avec notre invité Marc Lavergne. Ce grand spécialiste de la région décrypte pour nous les enjeux du conflit et les raisons de l'échec répété des médiations. Il a dévoilé à Laurence Soustras et à Thierry Schiller les clés de cette crise complexe. Marc Lavergne, bonjour. Presque 6 mois ont passé depuis le début des combats entre l'armée soudanaise d'un côté et le groupe paramilitaire RSF de l'autre. Comment analysez-vous la situation au Soudan aujourd'hui ? Aujourd'hui, la situation elle est apparemment bloquée. Il y a une sorte d'égalité des forces entre ces deux groupes. Et puis, un peuple soudanais qui regarde, qui n'est pas concerné directement et qui est simplement victime de cet effroyable affrontement entre deux groupes qui cherchent à s'autodétruire, qui n'ont pas l'intention de négocier quoi que ce soit, de se partager le pouvoir, alors que ce sont des groupes qui étaient très, très proches finalement. Il ne faut pas oublier que les forces rebelles, entre guillemets, les forces de déploiement rapide, comme leur nom l'indique, elles étaient formées par l'armée pour être les supplétifs de l'armée. Et donc aujourd'hui, elles veulent se débarrasser de l'armée et prendre la totalité du pouvoir. Et l'armée, de son côté, elle est l'héritière du régime de 30 ans d'Omar al-Béchir et de son mouvement islamiste derrière, et elle veut faire du Omar al-Béchir sans Omar al-Béchir. C'est-à-dire on s'est débarrassé d'un personnage qui était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et ce sont ses adjoints, ce sont ses collègues qui l'ont mis à l'écart pour prendre le pouvoir à sa place, pour continuer sur la même ligne. Donc on a finalement un conflit qui n'est pas idéologique, au sens de représentation populaire ou autre. Ni d'un côté ni de l'autre, on a de soutien populaire, mais on a des armes qui ne sont pas les mêmes. Et donc ça fait un équilibre des forces, avec un partage du territoire aussi, qui semble un peu se figer aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés pour l'armée, finalement, à s'imposer. Et aujourd'hui, ces forces de déploiement rapide sont soutenues de l'extérieur. L'armée est également soutenue de l'extérieur, ce qui rend le conflit de plus en plus difficile à régler.
Alors justement, toutes les tentatives de médiation semblent échouer les unes après les autres. Comment expliquez-vous cette situation ? Je crois qu'il y a un manque de compréhension du problème qui est posé par les intervenants, que ce soit régionaux ou globaux, qui cherchent quel est leur intérêt dans cette affaire. C'est le seul guide finalement. C'est pour ça qu'il y a des pays voisins qui soutiennent l'armée et d'autres pays qui soutiennent les rebelles, entre guillemets, qui ne sont pas des rebelles à proprement parler, puisqu'ils étaient les soutiens de l'armée. Donc on a en réalité un conflit de pouvoir, d'ambition personnelle et d'accès aux ressources, mais pas de contrôle d'un État, pas une vision pour l'État soudanais. Et les pays voisins, on peut les citer, il y a des pays qui soutiennent les militaires, c'est l'Égypte par exemple, et puis il y a d'autres pays qui soutiennent les rebelles, les supplétifs, c'est les Émirats arabes unis. Puis d'autres pays qui ne savent pas trop quel camp choisir, comme l'Arabie saoudite. Alors ces pays ont tous essayé de lancer des médiations, de lancer au moins des dialogues, mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Ni ce qui a été monté par les États-Unis avec l'Arabie saoudite à Jeddah tout à fait au début. Il y a eu des cessez-le-feu de quelques jours qui n'ont pas permis de déboucher sur des négociations. Encore une fois, puisque c'est un conflit existentiel pour l'un et l'autre des camps. Et est-ce que les tentatives de l'Union africaine ont donné quelque chose ? On pouvait espérer beaucoup de l'Union africaine parce qu'il y a à l'Union africaine, à Addis Abeba, des diplomates chevronnés qui ont dirigé leur pays, qui ont une expérience à la fois du terrain africain, c'est important, et de ce genre de conflit. On peut citer Mahamat Faki, le Tchadien, on peut en citer d'autres aussi, et puis des anciens présidents de la Nigeria, de l'Afrique du Sud, qui sont des gens qui ont des épaules et qui ont un soutien, mais eux-mêmes n'ont pas réussi à pénétrer le sujet. Il faut dire que le Soudan est un pays africain, mais c'est un pays arabo-africain. C'est un pays qui a toujours été un petit peu en marge. Il n'a pas été colonisé au sens classique du terme, puisque c'était un condominium entre la Grande-Bretagne et l'Égypte depuis 1898 jusqu'à 1956. Ce qui fait que le Soudan a un sentiment d'indépendance fort, un sentiment de ne rien devoir à personne, mais un sentiment d'indépendance qui perdure jusqu'à aujourd'hui, avec une élite politique et aussi économique et culturelle et religieuse aussi, tout à fait autonome par rapport à la fois au grand mouvement de libération des peuples africains, d'un côté depuis les années 60, et d'un autre côté par rapport à la Ligue arabe, qui a été fondée en 1945, à laquelle le Soudan appartient aussi, comme d'autres pays africains d'ailleurs. Dans l'axe Soudan-Occident, le rôle des sanctions maintenant, il apparaît assez discutable, comme souvent. Est-ce que ces sanctions imposées par les États-Unis puis l'Union européenne sont utiles pour agir contre les belligérants ? Je pense qu'elles sont assez marginales. Le Soudan est un pays ruiné. Il l'était avant cette crise, avec une effroyable dette et puis aussi une situation dans la rue populaire désespérée. La reconnaissance de l'État d'Israël en novembre 2021 a permis l'ouverture des robinets, je dirais, des États-Unis, de la Banque mondiale, des organismes de financement internationaux. Tout ça a été de nouveau verrouillé, et puis maintenant, on essaie de mettre la main sur des fortunes personnelles, par exemple. Mais tout ça n'impacte pas la vie des Soudanais, ni dans un sens ni dans l'autre, puisque le pays est complètement dévasté et ruiné. Quel que soit l'apport d'argent frais qu'on pourrait mettre dans le pays, il serait tout de suite détourné par les forces militaires en présence. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la transition démocratique qui avait été lancée en avril 2019, elle a complètement failli, et tous les partis politiques qui étaient parties prenantes, et les syndicats, et les groupes de jeunes, les groupes professionnels qui avaient participé à cette transition démocratique, sont complètement effacés de la carte. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une guerre civile. Les civils sont hors la guerre, ils n'en sont que les victimes. C'est un conflit entre deux camps, je dirais. Et donc les sanctions ou la levée des sanctions
ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de levier pour absorber de l'argent frais et l'injecter dans la machine économique, relancer des usines, relancer la production agricole, relancer des secteurs miniers. Tout ça est impossible dans une situation de sécurité totalement incontrôlable. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Le paludisme, l'une des maladies les plus redoutées en Afrique, continue de faire des ravages. Mais il y a de l'espoir. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé que 12 pays d'Afrique vont se voir attribuer 18 millions de doses de vaccin RTS-AS01 sur la période 2023-2024. Le vaccin testé depuis 2019 est jugé sûr et efficace. Jusqu'à présent, pour contrer la maladie, les Africains se sont beaucoup tournés vers l'artémisia, un buisson qui peut être coupé plusieurs fois par an et dont on fait des tisanes. En Afrique, certains se sont même donné pour mission la promotion des vertus de cette plante. C'est le cas de Sostène Massamba Kolela, fondateur de la ferme pédagogique Agria Loango, près de Pointe-Noire, au Congo. Notre journaliste Jean-David Miamlé, accompagné du caméraman Brice Kinou, l'a visité. Regardez. Voici le siège de la ferme pédagogique Agria Loango sur la pointe indienne, près de la ville balnéaire de Pointe-Noire. C'est ici que Sostène Massamba Kolela a décidé de promouvoir la culture de la plante médicale Artemisia. Objectif, aider les Congolais à s'approprier cette plante afin de lutter efficacement contre le paludisme, l'une des maladies les plus redoutées au Congo notamment. Parce que vous avez des régions où il n'y a pas de pharmacie. Donc l'idée c'est de vulgariser cette plante en attendant qu'il y ait un médicament, en attendant qu'on fabrique les médicaments, parce qu'à terme la solution c'est de fabriquer les médicaments localement. Mais nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas de moyens, c'est autre chose. Donc en attendant qu'il y ait des médicaments produits localement, nous qu'est-ce que nous proposons? Cette solution alternative qui est la tisane Artemisia. D'après l'OMS, en 2019, 94% de cas de paludisme et de décès liés à cette maladie se produisent en Afrique, avec 41% de Congolais vivant avec moins d'$1 par jour. D'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, l'accès aux soins de santé est difficile. L'Artemisia apparaît alors comme une alternative et non comme un concurrent à la médecine conventionnelle. Il y a souvent cet amalgame aussi qui est souvent fait entre le conventionnel par opposition à notre approche qui est traditionnelle médicinale. C'est un choix. L'artémisia, c'est un choix qui est donné aux Africains. Le conventionnel, les médicaments, ou l'approche naturelle, qui est la tisane. C'est un choix. Il n'a jamais été question pour les maisons de l'artémisia de se dire ne prenez pas ceci, ne prenez pas... Non, la liberté, c'est une très bonne chose. Vivre, c'est choisir. Pour mener à bien son projet, Sostène Massamba a bâti sur 6 hectares la ferme pédagogique de Loango, représentant de la maison de l'Artemisia au Congo. Il ambitionne ainsi de transmettre aux jeunes les bienfaits du travail de la terre et les bénéfices de l'agriculture biologique. Ici, nous sommes à la ferme pédagogique Agria Loango, en même temps le siège de la maison de l'Artemisia Congo. Donc il y a plusieurs activités ici, il y a plusieurs volets. Nous avons dans un premier temps l'Artemisia, où nous organisons à la fois des formations, la culture de l'Artemisia, la production de l'Artemisia. Ensuite, la vocation pédagogique de la ferme. Donc nous recevons des écoles qui ramènent des enfants pour des sorties nature et découvertes, également des parents qui amènent des enfants, des adultes pour l'initiation au jardinage. Nous organisons aussi des formations à l'agroécologie, en particulier le compostage. Voilà, grosso modo, c'est ce que nous faisons. Quoi qu'il en soit, les adeptes de l'Artemisia se disent satisfaits du produit. L'Artemisia est un produit que j'ai découvert il y a de cela une année par le biais des amis qui me l'ont conseillé pendant que j'étais malade. Et une fois l'avoir pris, ça m'a complètement soulagée et jusque-là, je continue de prendre ça. Je pense que c'est un très bon produit qu'il faut conseiller aux gens.
Tout compte fait, l'appropriation de la culture de l'artémisia est un objectif majeur de Sostène Massamba, d'où des séances de formation régulières sur la culture et la consommation de l'artémisia. Maître, comment tu fais pour planter l'artémisia? Je creuse d'abord le poquet, je mets le fumier à l'intérieur, voilà, mélangé avec le fumier et le compost. Voilà comment on plante l'artémisia. Ouais. Et puis, je mets l'eau. Le paquet d'artémisia se présente de cette manière. Donc c'est un paquet qui contient 40 g de tisane, de feuilles séchées d'artémisia à noix. La posologie est indiquée au dos. Comment préparer sa tisane. Pour faire simple, comme nous le faisons souvent en zone rurale où on n'a pas besoin de trop parler, vous déballez le contenu, vous répartissez en 7. Pourquoi 7? Parce que vous allez prendre pendant 7 jours consécutifs. La part équivaut à une dose. Vous mettez à infusion 1 litre d'eau bouillante à 100 degrés avec des grosses bulles. Vous retirez du feu. Vous prenez le tas, vous infusez, vous couvrez, vous attendez 15 minutes minimum. Vous filtrez et le litre est à boire dans la journée. Sostène Massamba, qui revendique fièrement le statut de paysan, continue de cultiver son jardin, fier d'avoir transformé sa passion pour l'agriculture en métier. Nous nous tournons maintenant vers le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazone. C'est le Nil. Le grand barrage de la Renaissance peut-il semer la discorde entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan? Et quel avenir pour un partage équitable des eaux en Afrique? Pour répondre à ces questions, nous retrouvons notre invité Marc Lavergne. Écoutons-le. Marc Lavergne, nous savons que le pays est un des protagonistes d'une dispute concernant le barrage de la Renaissance sur le Nil. De quoi s'agit-il ? Ce barrage, c'est le plus grand barrage africain qui doit permettre le développement de l'Éthiopie et des pays voisins. Ce barrage a été un peu bloqué parce qu'il y a un accord sur la gestion des eaux du Nil qui exclut l'Éthiopie, mais qui sert de table de la loi, je dirais, pour les financements de la Banque mondiale et autres. Donc il n'y a que les Chinois qui ont accepté de payer pour ce barrage. Les Éthiopiens ont tous payé, c'est-à-dire que, moi j'ai vu en Éthiopie, les gens, les femmes donnaient leurs bijoux, les hommes donnaient une partie de leur salaire, les fonctionnaires, on ne leur demandait pas leur avis. Donc on a réussi depuis 2011 jusqu'à l'an dernier à construire ce barrage et à le mettre en eau. Mais le problème, c'est que ce barrage retient les eaux de crue du Nil. Chaque été, il y a une crue qui irrigue l'Égypte depuis les pharaons. Et puis, les Égyptiens ont eu peur de ce qu'on leur prenne leur eau. Et ils considèrent que c'est vital parce qu'ils vivent de l'agriculture en grande partie. Il y a 110 millions d'Égyptiens. Il y a autant d'Éthiopiens à peu près. Alors après on peut discuter sur les détails, mais la négociation elle était difficile dans la mesure où chacun disait mais le barrage je le fais chez moi donc ça vous regarde pas, et les autres disaient non, depuis Hérodote l'Égypte est un don du Nil, c'est une affaire de vie ou de mort pour nous, donc il faut qu'on discute et on est contre ce barrage, on va le bombarder. On a même été jusqu'à dire ça. Les Soudanais sont au milieu, les Soudanais eux ils étaient partagés parce que d'un côté ça peut les protéger des crues, la régulation des eaux de ces crues, parce que d'une année sur l'autre, les crues peuvent être plus ou moins importantes, et ça fait des dégâts à Khartoum. Khartoum est au confluent du Nil bleu et du Nil blanc, et quand le Nil bleu arrive, il balaye tout sur son passage, et comme la ville a beaucoup grandi, on a beaucoup construit sur les bords, et ça fait des drames humains. Si l'on met de côté les désaccords entre ces pays, que va apporter ce barrage de la Renaissance en termes de régulation des eaux et de régulation de l'énergie ? Alors, si c'est un barrage qui produit de l'énergie et exclusivement de l'énergie, ça ne change rien. On ne peut pas garder l'eau derrière le barrage, sinon le barrage va s'écrouler. Donc il faut que l'eau passe. Et elle turbine, et elle fournit de l'électricité qui sera utilisée pour faire des chemins de fer, pour faire des usines. L'Éthiopie a de grands projets de développement, avec la Chine derrière, parce que pour les Chinois et leur grand projet mondial, ils ont déjà fait un chemin de fer depuis Djibouti sur la mer Rouge jusqu'à Addis Abeba, la capitale. Ils ont beaucoup d'intérêt dans le développement de
de cette main-d'œuvre qui est la moins chère du monde. Hein. Une ouvrière éthiopienne, elle gagne 25 $ par mois. Donc c'est beaucoup moins qu'au Bangladesh ou encore moins qu'en Chine, évidemment. Donc il y a ces grands projets. Et puis l'Éthiopie, c'est quand même le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. C'est le pays siège de l'Union africaine. Donc c'est un pays moteur, un pays modèle qui se veut, qui est à la fois différent et modèle pour toute l'Afrique. Et est-ce que vous pensez que les tensions autour de ce barrage, l'alliance entre l'Égypte et le Soudan, peuvent représenter un danger pour la stabilité de la région? Ou est-ce que le conflit au Soudan a complètement relégué le barrage à l'arrière-plan des préoccupations? C'est vrai que le conflit au Soudan, dans la mesure où il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus personne pour exprimer une position soudanaise sur le barrage, disons comme il y a des problèmes de frontières entre l'Éthiopie et le Soudan, et que l'armée soudanaise, elle est plutôt proche de l'armée égyptienne, donc elle a eu tendance à s'opposer au régime à Addis Abeba, éthiopien. Les Éthiopiens pencheraient peut-être pour les forces de déploiement rapide. Mais tout ça est très évolutif. Pour l'instant, le Soudan est hors jeu, je dirais, dans cette bataille qui a tendance à se calmer aussi parce que le barrage est fait. Tout le monde sait que c'est un fait acquis et que personne ne va soutenir l'Égypte si elle veut bombarder ce barrage, ce qui c'est un drame humain. Et après, la parole est aux techniciens, je dirais, aux diplomates, aux scientifiques. Il ne faut pas oublier qu'à Addis Abeba, moi j'ai visité un centre de réflexion et de techniciens qui s'intéressent à l'aménagement de tout le barrage, de tout le Nil bleu. Hein. Il y a des Égyptiens, il y a des Soudanais, il y a des Éthiopiens qui travaillent ensemble tous les jours, personne n'en parle, dans la banlieue d'Addis Abeba pour faire des plans de développement économique et social pour tout le bassin du Nil. Alors, les pays riverains d'Afrique sont en faveur d'un partage plus équitable des eaux ou d'une révision du partage de 1959 qui était très favorable à l'Égypte et au Soudan en ce qui concerne le Nil. Voyez-vous l'arrivée d'une nouvelle égalité de l'eau en Afrique ? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est les pays riverains, c'était les pays africains du Nil blanc qui n'étaient pas indépendants en 1959. Donc ils disent, nous, on ne nous a jamais rien demandé. Et ils ont signé des déclarations à Entebbe, en Ouganda, en 2010, en rappelant qu'ils voulaient être autour de la table et discuter avec l'Égypte, parce que c'était le gros problème, c'est toujours l'Égypte, qui est le pays d'aval, hein, tout en bas. Donc souvent, le pays d'aval n'a rien à dire. Hein. Si on regarde la Turquie par rapport au Tigre et à l'Euphrate, c'est la Turquie qui a construit tous les barrages qu'elle voulait, parce qu'elle était en amont. Elle a asséché le Tigre et l'Euphrate en Syrie et en Irak, et personne n'a rien pu dire. Là, c'est le cas inverse. Donc, la balle le jeu est ouvert pour les pays africains riverains du Haut-Nil, du Nil blanc, du Nil équatorial. C'est une question. Alors après, le modèle pour le reste de l'Afrique, écoutez, il y a le fleuve Sénégal qui a été aménagé de façon modèle, je pense, entre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali. Il y a déjà bien longtemps, il y a des barrages qui ont été construits. Donc il y a encore tout un champ sur le continent africain de maîtrise de l'eau, avec les changements climatiques en plus, et la croissance de la population. Et il faut une expertise à ça, expertise technique et une expertise juridique, effectivement, parce que le droit international de l'eau est un petit peu déficient jusqu'à présent. En Europe, on a des cas, le Rhin, etc., le Danube, sont l'objet d'accords entre les pays européens, mais sur des bases locales, je dirais. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Marc Lavergne ainsi que nos émissions sur notre site africaorna.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.